Notre médecine est-elle toujours une des meilleures du monde? Est-ce qu'on nous raconte des histoires? Le SNMR, qui est le syndicat national des médecins radiologues, a récemment lancé un appel de détresse. Veut-on saboter la radiologie? C'est le sujet du débat de Capital Santé d'aujourd'hui. Alors, avec moi autour de la table, le docteur Dominique Nguyen, vous êtes radiologue, vous êtes secrétaire de la FNMR pour le 95. La FNMR, c'est C'est la Fédération des médecins radiologues voilà, nationale. nationale. François Worms, vous êtes directeur général de Toshiba Medical France, mais vous êtes aussi le président du pôle imagerie du SNITEM, qui veut dire... C'est le syndicat national des industries et technologies médicales. Voilà. Et donc il représente les dispositifs médicaux auprès des autorités en particulier. Emmanuel Vindal, vous dirigez un cabinet d'expertise comptable qui est très orienté vers la radiologie et le médical, c'est ça? Tout à fait exact. Voilà, et Ferid Kerouf, donc vous êtes, vous, Business Development Manager chez Hitachi Medical System. Vous avez aussi des responsabilités syndicales, ce n'est pas à ce titre que vous êtes là aujourd'hui, mais vous êtes... Oui, tout à fait, membre du syndicat sur la partie ultrason, Voilà. la partie échographie. Alors, la radiologie, qu'est-ce que c'est? La radiologie, ça pèse 1 milliard d'euros en France, 20 milliards d'euros dans le monde. Il y a 4800 radiologues libéraux en France. Ça représente 38 000 collaborateurs, 1650 chercheurs, en tout 40 000 salariés. Hein, c'est le portrait de la radiologie française. 800 millions d'euros d'équipement. Et 180 millions d'euros de produits, de contrats, d'informatique, de réseaux, de télécom. Donc ça, c'est du consommable. Hein. Chaque année, vous dépensez 180 millions d'euros. On a 10 IRM par million d'habitants. Il faut souligner qu'aux USA, au Japon, c'est le double, hein, à peu près. La radiologie, elle est au cœur du parcours de soins, puisqu'elle est en pointe sur le dépistage du cancer du sein. Hein, tout le monde connaît les mammographies. Elle est aussi en dépistage pour Alzheimer. La radiologie, elle est aussi curative. Hein. On parle de la radiothérapie, la radiologie interventionnelle, l'IRM 4D avec les flux sanguins là, pour la cardiologie. Enfin, la radio, c'est 80 millions d'actes par an. Il y a la radiologie donc conventionnelle, on l'a dit, la radiologie interventionnelle, c'est la radiologie, c'est la mammographie, c'est les échographies, c'est les scanners, c'est les IRM. C'est 100 centres de recherche, 1650 chercheurs et 30 sociétés innovantes. Et pourtant, Jean-Philippe Masson, le président donc, du syndicat national de la radiologie, nous dit qu'on est au niveau de la Roumanie en termes de radiologie. Alors, est-ce que c'est une provoque? Est-ce que c'est une volonté d'interpeller? On va voir le reportage de Jean-Philippe Masson, mais avant qu'on cale le reportage, une petite réaction à chaud comme ça. Provoque ou réalité? Alors, il est bien certain qu'au niveau des équipements IRM et scanners, on est très très loin des autres pays d'Europe, puisqu'on est au niveau de la Turquie. Il y a à peu près 2 fois plus d'IRM, d'imagerie lourde et de scanners sur les autres pays européens équivalents, c'est-à-dire les pays du Nord, des pays comme l'Allemagne, comme la Suisse, etc. Donc c'est vrai qu'on a un retard qui est très très important, qui va obliger automatiquement à une utilisation des machines qui sera beaucoup plus importante que dans les autres pays. Alors, on va voir le reportage de Jean-Philippe Masson. Ce qui a mis le feu aux poudres, donc, c'est les mesures annoncées par l'UNCAM. Je précise qu'on avait invité l'UNCAM à ce débat. Bon, ils avaient des problèmes d'emploi du temps. Ils ne sont pas venus. Et donc, on va voir ce qui a déclenché, ce qui a mis le feu aux poudres. À quelle action la FNMR appelle aujourd'hui? Alors, la FNMR appelle à la grève totale de tous les cabinets de France le jeudi 23 mars. À partir de cette date, il y aura aussi une grève de la prise des rendez-vous téléphoniques en IRM. On demandera aux patients de les envoyer par mail, par courrier, de façon à vérifier la qualité de la demande. Et sinon, s'ils habitent à côté, ils se déplacent, bien sûr. Ensuite, à partir d'aujourd'hui, il y a en ligne une pétition pour que tous les patients
les professionnels de santé, mais finalement, tout professionnel de santé est aussi un patient en puissance, y compris les politiques, signent cette pétition pour soutenir et pour réclamer la qualité et le maintien de l'innovation pour l'imagerie médicale en France. Alors, en fait, ça, c'est l'appel à l'action. L'appel à l'action, il a été déclenché par quoi? Donc, il y a des mesures de l'UNCAM qui... Alors, il a été déclenché par les baisses de cotation. Les baisses de cotation sont de l'ordre de 5% en scanner et de 7% en IRM. Mais il y a aussi des baisses de cotation sur l'ensemble de la radiologie générale, de la radiologie conventionnée, en particulier sur la mammographie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la première fois qu'on a des baisses de cotation. Tout ça, c'est un train de mesures. Et on est sur une baisse de cotation qui s'est étalée sur plusieurs années de l'ordre de 900 millions. Donc on est presque au milliard d'euros d'économie. Emmanuel Vinal, pour qu'on comprenne bien, on va parler de ce système de cotation parce que, en fait, il y a un forfait technique et un forfait intellectuel. C'est voilà, ça. Alors, Comment fait, ça se passe? Pour toute la partie imagerie en coupe, que ce soit scanner ou IRM par exemple, vous avez une rémunération qui se décompose en deux parties. Une première partie qu'on appelle le forfait technique, qui couvre à la fois l'achat de la machine, le scanner ou l'IRM, et les charges d'exploitation, consommables, loyer, électricité, mais aussi la masse salariale. La deuxième rémunération, c'est ce qu'on appelle les honoraires, qui couvrent l'acte intellectuel, la rémunération du médecin. Bien. Donc aujourd'hui, pour être clair, l'UNCAM s'attaque au forfait technique. Alors, s'attaque au forfait technique, mais comme vient de le dire le docteur Nguyen, s'attaque aussi dans la cotation, principalement là, de la mammo. D'accord. Alors, ce forfait technique, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que le radiologue, c'est un chef d'entreprise, hein, on est d'accord. C'est quoi la typologie d'un cabinet de radiologie, à peu près? Effectivement, on imagine toujours le radiologue tout seul dans son coin, dans son petit cabinet en ville. Je dirais, maintenant c'est terminé. On a assisté depuis maintenant un certain nombre d'années à des regroupements. On est sur des groupes qui oscillent, je dirais, entre 5-6 radiologues, sur des groupes à plus de 20 voire 30 radiologues. Ce sont donc des groupes très importants. Donc avec des salariés, avec des investissements. Voilà, alors en fait quand on parle d'un groupe, la moyenne c'est à peu près entre 7-8 radiologues. Dedans, vous allez avoir, enfin dans ce cabinet, vous allez avoir un certain nombre de personnels, ce sont des manipulateurs, des secrétaires. Dans ce genre en moyenne, si vous voulez, de groupes entre 7 et 8 radiologues, vous allez avoir à peu près entre 20 et 25 salariés. D'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est d'accord là-dessus, les cabinets de radiologie tels qu'ils ont évolué, ce sont de véritables entreprises. Et le problème, c'est que ce sont des entreprises qui sont obligées d'investir. Pour être à la page. Un investissement, ça s'amortit sur 7 ans à peu près, c'est ça? En fait, l'autorisation qui est donnée, puisque on ne peut pas acheter comme ça une IRM ou un scanner. C'est une profession réglementée. Voilà, c'est une profession réglementée. On dépose un dossier à l'ARS qui nous donne l'autorisation. À partir du moment où on a l'autorisation, on l'a pour effectivement une durée maximale de 7 ans. D'accord. Donc, la machine, vous l'achetez. Alors, généralement, on fait 5 et on essaye d'aller jusqu'à 7. Mais bon, voilà. Donc, vous, par exemple, Dominique Nguyen, en tant que chef d'entreprise, quand on vient vous voir pour que vous investissiez dans une machine de dernière génération, on va parler après des implications sur la santé, mais en tant que chef d'entreprise, vous avez besoin d'une certaine sécurité en fait dans votre investissement. Et si on vous change les règles du jeu au bout de 3 ans, ça change la donne pour vous, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on investit sur une période de 5 à 7 ans. Donc, il faut pour nous que l'on ait une visibilité sur 5 à 7 ans. Parce que sinon, on va être en difficulté au niveau de l'investissement, mais également au niveau de la masse salariale. On a quand même, en gros, si vous voulez, il faut compter qu'un radiologue emploie à peu près 5 personnes, entre manipulateurs et secrétaires. C'est ça, parce qu'en fait, le forfait technique, comme vous le disiez, il couvre les frais de personnel. On imagine qu'en 7 ans,
ça augmente les frais de consommables, Bien sûr. donc ça augmente aussi l'énergie, qui ne va jamais en baissant Bien sûr. en général, et puis l'investissement matériel. Donc en fait, vous avez un effet ciseau, c'est-à-dire... Tout à fait. Hein, c'est ça. C'est-à-dire il y a l'investissement matériel plus tout l'immobilier qui va autour. C'est-à-dire que dans le prix, par exemple, d'une IRM, il faut compter aussi l'installation. C'est-à-dire que on est obligé de protéger cette IRM de l'environnement extérieur. Il faut mettre une cage de Faraday, et évidemment, tout ça a un coût. Alors vous, par exemple, en tant qu'industriel, qu'est-ce que ça vous pose comme problème? Ça a un réel impact, hein, puisque si effectivement les organisations doivent faire leur plan d'exploitation, bien évidemment, ça va jouer sur les prix. Et donc, on va être finalement une variable d'ajustement. Alors, c'est vrai que jusqu'à une certaine limite, on peut avoir une certaine flexibilité. Là, c'est vrai que depuis quelques années, comme le soulignait le docteur Nguyen, ça fait quand même quelques années qu'il y a des coups de rabot, si je puis dire, pour la profession des radiologues privés. Et même, ça touche d'ailleurs même le public, puisque lorsqu'il y a de l'activité avec les patients externes, les hôpitaux publics sont aussi soumis au régime des forfaits techniques. Mais au-delà de ça, donc, il y a une pression qui est faite, et il va y avoir un moment où nous, en tant qu'industriels, on ne va plus pouvoir offrir le service qu'on est en droit de donner aujourd'hui. Le service que l'on peut donner, c'est la maintenance, donc c'est d'avoir des machines qui sont réparées dans les temps et rapidement, mais c'est aussi beaucoup de formation. Aujourd'hui, lorsqu'une machine est achetée, avec l'innovation qui se développe chaque année, on se doit de former les utilisateurs, et donc là, on a des équipes assez lourdes de ce qu'on appelle les ingénieurs d'application qui vont être là pour former. Donc évidemment, si les prix baissent, on nous force à baisser les prix, on ne va plus pouvoir être capable d'offrir le même service, voire certains produits ne seront plus disponibles sur le marché français. Alors, vous êtes un industriel, vous faites partie d'une société qui est implantée dans le monde entier. Ouais. Vous la voyez, vous, la différence? Jean-Philippe Masson disait on est au niveau de la Roumanie. Oui, clairement. Enfin, la différence, on la voit. Alors, si on parle de l'équipement lourd, ce qu'on appelle l'équipement lourd, c'est-à-dire scanner ou IRM, on la voit vraiment de façon très flagrante. Alors, vous l'avez rappelé, les IRM, on est très très loin de la moyenne européenne. Hein, on est pratiquement la moitié. On est entre 10 et 13 aujourd'hui IRM par million d'habitants. Quand on est à plus de 20, comme vous le disiez, on est à 30 sur la main. Donc déjà là, on voit, et les conséquences que cela peut avoir en termes de délai de rendez-vous. Il y a des études qui sont faites chaque année en ce sens. Et si on parle du scanner, effectivement, le nombre de scanners, on se rapproche de la moyenne européenne, mais on a une grosse différence, c'est qu'on a des scanners qui tournent je serais tenté de dire, de 7h du matin à 8h le soir. Et Alors, il faudrait surtout important. pas. Donc, en fait, ce que vous nous dites, c'est que pour compenser la baisse des tarifs, on s'engage un peu dans une course aux chiffres, j'allais dire de l'abattage, du travail à la chaîne. Le service se dégrade. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans votre vie de tous les jours? Dans notre vie de tous les jours, c'est quand même très très pénalisant parce que le temps d'interprétation d'un scanner ou d'une IRM est incompressible. En plus, par exemple, dans un centre comme le nôtre, on fait des infiltrations, on fait un petit peu d'interventionnel de premier niveau. Donc, on ne peut pas multiplier et raccourcir le temps d'examen. Il faut quand même qu'on puisse voir les gens, consulter le dossier, etc. Et on nous pousse à faire des examens. Alors, peut-être qu'à la chaîne, c'est peut-être pas le mot choisi, mais disons qu'on a un temps d'examen qui se raccourcit par rapport aux pays européens. Et ça, c'est quand même très inquiétant parce que il ne faut pas se le cacher, on risque d'avoir une petite dégradation au niveau du résultat, au niveau de l'efficience des examens. En fait, on a la coutume de dire que la santé n'a pas de prix, mais qu'elle a un coût, et on se focalise beaucoup sur le coût aujourd'hui, non? Oui, le coût devient... c'est-à-dire que l'orientation effectivement politique, c'est de dire je réduis les coûts de la santé, mais on oublie aussi que c'est important d'avoir du très très bon matériel pour pouvoir sauvegarder la population. Mais bon, cela dit, cette orientation politique s'explique par des crises perpétuelles. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans ce débat. On parle, j'ai entendu dire, vous allez me le confirmer, Nguyen, qu'il y avait maintenant des risques de burn-out dans cette profession. On n'imagine pas un radiologue en burn-out. Et en fait,
on est à peu près à 30 examens par jour aujourd'hui pour un radiologue, contre 18 en Suisse, c'est ça? Oui, voire même beaucoup plus dans certains centres. Alors c'est vrai que ce n'est pas des conditions de travail, mais ce n'est pas propre à la radiologie. On observe aussi ce même phénomène d'une façon générale. Il y a eu des problèmes dans les hôpitaux récemment. Donc cette espèce de travail où on n'a pas tellement le temps de pouvoir rencontrer les patients et prendre le temps d'examiner calmement le dossier est un phénomène qu'on rencontre dans d'autres spécialités. Et c'est vrai qu'au niveau des hôpitaux, il y a une pression aussi de la part de l'administration pour augmenter le nombre de consultations. Et ça, je crois que c'est quand même très très inquiétant. Il y a eu des fermetures de cabinets dans le Val d'Oise où vous exercez, c'est ça? Alors c'est vrai que par exemple dans le Val d'Oise, il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire il y a 4-5 ans, il y avait une quarantaine de centres. Et nous pensons que d'ici 3 ans, il en restera environ une douzaine. Alors il y a eu des phénomènes de concentration, de regroupement, c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de cabinets qui ferment. Et il faut savoir que les contacts que l'on a, par exemple, avec nos ingénieurs, ils nous disent qu'en ce moment, il y a une fermeture de cabinet de radiologie en Île-de-France par semaine. Donc c'est quand même une tendance assez lourde. Alors, en termes de services rendus à la population, je pense par exemple au dépistage du cancer du sein. Si je ne me trompe pas trop, c'est 92% du dépistage qui est assuré par les libéraux. Les cabinets qui ferment, c'est quoi? Il y aura moins de dépistage, il y aura des délais d'attente plus longs, il y aura un dépistage moins efficace parce qu'il va falloir absorber le nombre. Qu'est-ce que ça va donner quoi? Il y aura plusieurs choses. Le maillage du territoire sera moins rigoureux. Et c'est vrai que par exemple dans un département comme le Val d'Oise, on sait qu'au niveau de l'ouest du département, on a de moins en moins de cabinets de radiologie. Donc on va avoir des fermetures, c'est surtout des fermetures de cabinets de proximité. Donc les gens vont être obligés de faire plusieurs kilomètres pour pouvoir se rendre. Et on sait que certaines populations refusent de se déplacer à plus d'une demi-heure de chez eux. Puis d'abord, ils n'en ont pas toujours ils n'en ont pas toujours les moyens, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et donc, en fait, on va avoir probablement une diminution de la fréquentation de ce dépistage, ce qui, sur le plan santé publique, est quand même très, très ennuyeux. Et ce que je voulais dire également, c'est qu'on va avoir regroupement dans des centres où la cadence, évidemment, va être obligée de s'accélérer pour pouvoir absorber ces examens qui étaient réalisés dans ces cabinets de proximité. Donc plus de rentabilité, moins de contact humain. Moins de contact humain. Moins de temps pour le contact humain. Oui, ça c'est sûr. C'est ça. Et puis alors, je pense oui, oui. pour appuyer ce que le Dr Guillen est en train de dire, c'est vrai que même des risques, parce qu'on sait qu'il y a d'ailleurs des études qui ont été faites aux États-Unis, où le fait de lire pendant plusieurs minutes, plusieurs heures même, puisque là on en est passé une après-midi à regarder des clichés, il y a un moment où il y a une déconnexion entre l'œil et le cerveau, si je puis dire, et qui fait qu'on peut effectivement, il y a des risques de passer à côté d'un diagnostic. C'est vraiment quelque chose de préoccupant. Il y a des risques effectivement, et alors cette radiologie, là, si on se projette dans 10 ans, donc si j'ai bien compris, ça va être c'est la mort des petits cabinets. C'est ça? Vous êtes tous d'accord là-dessus? Oui. Il y a un glissement effectivement sur le regroupement des radiologues. Maintenant, 30 dans certaines régions de France, ils sont regroupés à 50. En fin de compte, cette attentisme, cette baisse de la cotation, elle existe depuis maintenant une douzaine d'années. C'est 1 milliard et puis on continue. Et ça a fait qu'il y a eu un regroupement des radiologues, qui ce regroupement a impliqué sur la partie fournisseur, nous, qui fournissons tout le matériel médical, et une baisse, une érosion des coûts. Et cette érosion des coûts a fait qu'effectivement, on peut offrir de moins en moins le service qu'on offrait, qui était la formation, et puis surtout l'aide à la publication. Parce que beaucoup de radiologues travaillaient aussi en centre hospitalier,
soit universitaires, soit généraux. Et puis il y avait une aide à la publication, il y avait un dynamisme au niveau de la radiologie, et ça, cette érosion des marges a fait qu'on est moins disponible. Et surtout qu'on ne la calculait pas dans notre bilan, c'est-à-dire que c'était du temps qu'on offrait vraiment à la médecine pour publier, quelle que soit la spécialité, quel que soit le matériel. Et ça, c'est dommage. Le regroupement, cadence, difficulté d'investir, hein, c'est ça. Donc on va avoir un matériel, on sera plus au top du matériel. C'est effectivement le risque. C'est le risque puisque... Et qu'est-ce que ça implique en termes de santé ? Il peut y avoir beaucoup d'implications. Il peut y avoir des implications. Je vais vous donner un exemple. Sur les dernières années, et si je focalise sur l'équipement lourd et sur le scanner en particulier, les industriels, on a fait beaucoup de progrès sur le niveau de dose qu'on applique aux malades par examen. Et on sait que l'irradiation, plus elle est faible, meilleur c'est pour le patient. Il est vrai que sur ces 5 dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc si vous êtes avec une machine qui a plus de 5 ans, c'est vrai que vous n'offrez pas la même qualité d'examen à un patient. Et le fait aussi que l'imagerie se spécialise et qu'on arrive à détecter de plus en plus de pathologies, de faire de plus en plus de diagnostics, on voit qu'il y a de plus en plus de maladies chroniques. Qui dit maladie chronique dit examen répété à intervalles réguliers. Là aussi, je reviens sur le principe de moins de doses possible. C'est sûr que ça aura un impact sur la santé. Alors, il y a un aspect aussi, c'est que la radiologie, elle est de plus en plus au cœur, l'imagerie, hein, elle est de plus en plus au cœur du système de santé, et notamment dans le dépistage. Alors ça pose le problème de la fongibilité des enveloppes. Je veux dire, s'il faut dépenser un peu plus sur le dépistage pour dépenser moins derrière, oui, tout à fait. Je crois que c'est le point difficile et le point dur sur lequel on se bat tous. C'est toujours l'imagerie est vue comme un secteur de dépenses parce que c'est vu comme une enveloppe, c'est l'enveloppe de l'imagerie. Or, c'est vrai, comme vous le dites, l'imagerie permet le dépistage. Donc, qui dit dépistage dit meilleur traitement, donc sans doute une économie. Mais l'imagerie, c'est aussi l'imagerie interventionnelle. L'imagerie interventionnelle, ça va permettre de faire des interventions en ambulatoire. Et c'est vrai que là aussi, c'est une économie par rapport à certaines chirurgies. Alors, qu'est-ce que c'est l'imagerie interventionnelle ? Alors, l'imagerie interventionnelle, c'est une imagerie qui permet, comme son nom l'indique, d'intervenir sur une pathologie. Alors, par exemple... on va prendre un cas assez simple. Dans les accidents vasculaires cérébraux, par exemple, on arrive maintenant à déboucher une carotide. Donc vous avez moins de séquelles pour le patient, donc automatiquement moins de séquelles pour le patient, ce sera moins de dépenses pour la société. L'imagerie interventionnelle, maintenant, doit représenter bien 10 à 20% de notre activité. Et c'est quelque chose qui se développe parce que c'est quand même beaucoup plus confortable pour le patient. Ça supprime des journées d'hospitalisation, ça supprime aussi des interventions qui peuvent être lourdes et qu'on ne peut pas toujours réaliser, par exemple, chez des personnes qui sont fragiles ou qui sont âgées. Donc c'est quelque chose... Mais ça implique d'avoir du matériel extrêmement performant. On ne peut pas se lancer dans l'imagerie interventionnelle si on n'a pas un matériel qui soit suffisamment performant et qui soit aussi peu irradiant. Parce que ça, l'irradiation en radiologie interventionnelle est quand même conséquente. Donc il faut au maximum réduire l'irradiation. Nous, par exemple, on s'est rendu compte... on a des contrôles réguliers au niveau du cabinet, on doit suivre des normes. On s'est rendu compte qu'avec les nouvelles machines, on pouvait économiser une irradiation, diminuer une irradiation de l'ordre de 3 à 4. Donc c'est quand même très très important à savoir. Alors, si je comprends bien, tout ce domaine-là évolue très 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 vite. Et finalement, c'est une profession réglementée, on l'a rappelé. Est-ce que, et vous disiez, la fongibilité des enveloppes, c'est le point dur. Donc, est-ce qu'on n'a pas un problème, en fait, de flexibilité ? C'est-à-dire qu'il faut que les réglementations s'adaptent très très vite, parce que la technique, elle va très très vite. Et il faut qu'on comprenne qu'il y a des nouvelles techniques, comme l'interventionnel, il y a des nouvelles techniques de dépistage, et que tout ça, ça ne peut pas attendre 10 ou 15 ans. Est-ce que
Est-ce que c'est un vrai problème, ça? C'est effectivement le message que l'on porte et par rapport au SNITEM, justement, c'est un des rôles du SNITEM en tant que représentant de l'industrie, dans les échanges qu'on peut avoir avec les directions générales d'organisation des soins, que ce soit avec le ministère de la Santé. Effectivement, on fait passer ces messages. Alors ça prend du temps, parce que c'est vrai que c'est une façon de voir les choses différemment. Et puis je crois que ce que l'on manque, mais c'est toujours très long et très difficile à faire, c'est des études médico-économiques. Et je pense qu'il faudra vraiment qu'on en passe par là pour prouver ce qui peut être peut-être intuitif aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, chacun est dans son rôle. Quand les médecins disent on a besoin de plus de moyens pour ça, on dit ils sont corporatistes, et chacun est dans son rôle. Et il n'y a pas de vraie étude, par exemple, qui montre d'une manière répétée et indéniable que quand on fait des quand on investit sur un secteur, on fait beaucoup d'économies sur l'autre. On est plus dans le déclaratif. Ouais, c'est parce que oui, ça a été fait en Angleterre, en Grande-Bretagne, ils sont assez, et aux États-Unis. En France, là, on a une difficulté, c'est l'accès aux données, parce qu'il y a une partie qui est gérée par la sécurité sociale, il y a une partie qui est gérée, c'est le ministère de la Santé, donc c'est aussi de pouvoir avoir accès aux données. Mais c'est vrai aussi que c'est ce que nous on demande, c'est de participer dans les discussions qu'il peut y avoir. Alors, l'idée n'est surtout pas nous de nous substituer aux radiologues sur la défense de leur profession, mais c'est de pouvoir justement être impliqué dans les réflexions avec les autorités. Parce que je crois qu'on a quelque chose à amener. Sur les données, effectivement, c'est important. Aujourd'hui, après ce qu'on a compris, je vais pas... les données actuelles, il y a une augmentation des actes, que ce soit écho, radio, IRM et scanner. Donc comment ils font? Ils se disent, tiens, on décompartimente. L'IRM, il y a une augmentation, par exemple, de tous les actes musculo-squelettiques ou en échographie. Et bien, s'il y a une augmentation de ces actes, au bout de 3 ans, clac, on fait une baisse de cette cotation. Alors que ce que disait bien Masson dans un autre interview, il expliquait bien que aussi la radiologie permettait, grâce à ces actes, de faire des économies. Quand on fait un acte, par exemple, en écho ou en scanner pour une infiltration, ça nous permet de faire une économie pour d'autres, en termes pharmaceutiques ou autres. Quand on fait aussi un acte interventionnel ou thérapeutique, par exemple, je vais prendre le cas de la prostate, on sera toujours peut-être un jour concerné, cet acte aujourd'hui permet d'éviter un acte chirurgical et surtout, pour beaucoup de cas, l'impuissance, l'incontinence. Donc on fait en sorte de garder quand même une certaine... pour que l'homme reste humble et l'importance d'éviter ce type de pathologie. Donc, en conclusion, la radiologie interventionnelle permet aussi de faire des économies. Donc, et ça, il faut le mettre en lumière. C'est pas parce qu'il y a une augmentation des actes de telle activité qu'il faut le réduire. Mais par contre, ça arrange bien, en fait, les gens qui ne voient la médecine que par le prisme de l'économie, d'avoir des enveloppes séparées, c'est ça. Oui, puis c'est surtout la facilité. Voilà. Mais alors, pour ajouter deux chiffres qu'on a un peu l'habitude d'avoir nous en tête, il y a pratiquement avec l'essor de l'imagerie, comme vous l'avez précisé avant, pendant, après l'interventionnel, l'augmentation, c'est à peu près 30% des indications. Enfin, les indications augmentent de 30%. Et à côté de ça, on a un taux directeur de l'ONDAM, vous savez, qui est le taux qui est décidé chaque année en termes de possibilité d'augmentation d'investissement, qui est de 2%. Voilà. Je crois que c'est deux chiffres qui sont suffisamment éloquents pour montrer qu'il faut qu'on change de logiciel. Il faut que l'on réfléchisse effectivement différemment. C'est pas l'imagerie d'un côté, la chirurgie... l'ambulatoire, ça doit être la santé dans sa globalité. C'est la santé dans sa globalité. Oui. Alors justement, on avait une réaction Facebook, Laurence sur Facebook, qui nous dit le hic, s'il baisse les forfaits, c'est qu'on va avoir encore plus de mal à changer nos scanners dans les petits hôpitaux, et à l'allure où la technologie évolue, qui va trinquer? Les patients, bien sûr. On aura des machines bas de gamme, faute de moyens. Elle a raison, Laurence? Oui. C'est assez mathématique. Bon. Oui, on a tous, il y a un moment, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, en tant qu'industriel, on a des coûts de production, on a des coûts d'exploitation, et à un moment, on est comme n'importe quelle société. À un moment, on ne peut plus, je veux dire. Il y a déjà
dans le médical, on a déjà des exemples de laboratoires qui se sont retirés du marché français parce qu'ils n'arrivaient plus à faire face à leur frais de fonctionnement. Alors la santé, on l'oublie parce que elle passe toujours derrière l'économie. Et par exemple, je vais vous lire d'autres réactions Facebook qui vont peut-être pas vous faire plaisir. Michel sur Facebook qui nous dit la majorité se font des couilles en or. Donc vous savez que voilà, vous avez un petit trésor dans le pantalon. La majorité se font des couilles en or en tirant toujours plus sur la couenne de leur manip, avides de gains. Donc il parle de vous, les radiologues. Nathalie, de plus en plus de machines, de moins en moins de manip. Eric, les manips seront la variable d'ajustement. Alors, je me tourne vers le comptable et puis je me tournerai vers le radiologue. Ils ont raison. En tout cas, ce que je voulais vous lire ces réactions parce que ça illustre bien le fait que, à mon sens, on parle de moins en moins de santé, de plus en plus d'argent, d'économie et de savoir qui finalement a la meilleure place. En fait, je dirais déjà la finance est quand même au centre de toute entreprise, quelle qu'elle soit. Je rebondis par rapport à ce que vous venez de lire. De dire que les radiologues gagnent beaucoup, je pense que c'est une conclusion un peu hâtive, à mon sens. Encore une fois, je reviens sur la méthodologie du financement de l'imagerie en coupe. Et il faut quand même se rappeler que le forfait technique doit couvrir les charges de personnel. Donc, à partir de ce moment-là, quand le forfait technique baisse, les prix de machine essayent effectivement, et j'entendais bien que les constructeurs, et c'est vrai, on le constate, les prix baissent à chaque renouvellement, on s'aperçoit que ça baisse. Mais à un moment donné, il faut trouver quand même un juste équilibre financier. Je suis que sur ce terrain-là. Dire est-ce que ça va être au détriment des manips, je ne crois pas. On pourrait demander au docteur Nguyen, mais je pense que fondamentalement, on a besoin d'un certain nombre de manips pour l'activité. Donc on ne peut pas dire... On rappelle, pour être factuel, on rappelle l'évolution du forfait technique sur grosso 15-20 ans. 15-20 ans, je ne sais pas, mais en tout cas entre 2013 et 2017, la dernière décote, on a perdu plus de 11 ou 12%. Donc 2013-2017, c'est-à-dire voilà. Si quelqu'un qui a acheté une machine en 2013, voilà, vous partez avec 2013, avec un business plan, voilà, vous partez avec un business en fait, il a perdu. Voilà. Alors on vous explique, je dirais, c'est quand même pour un chef d'entreprise, c'est quand même très compliqué. J'entends chef d'entreprise radiologue, vous partez avec un investissement, vous faites votre business plan, vous dites voilà, j'ai besoin de réaliser tant d'actes, j'ai un équilibre grâce au forfait technique à tel montant, et puis avec les cotations qui vont qu'à la baisse, ça veut dire que 2, 3, 4 ans après, votre business plan, il est complètement à côté. Et alors que la masse salariale, les salaires ne font qu'augmenter. Donc, il faut essayer de trouver un équilibre. Dominique, alors vos manips, ils trouvent que vous avez des organes... en or. Non, je ne crois pas. Hélas. On va pas vous le Mais il est bien évident qu'on ne va pas se séparer de notre personnel médical parce qu'il en va de la sécurité de nos patients. Il nous faut un certain nombre de personnes pour pouvoir réaliser des examens. Et c'est vrai que ce n'est pas sur le personnel que l'on va essayer de trouver des gains de productivité, si je peux qualifier, si je peux utiliser ce terme. Alors, qu'est-ce que l'on va faire ? On va être obligé de prendre du matériel moyen de gamme, alors que jusqu'à maintenant, on prenait du matériel haut de gamme. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les congrès internationaux. Que ce soit aux États-Unis, à Chicago, que ce soit à Vienne comme le week-end dernier, on se rend compte
qu'il y a des matériaux auxquels le radiologue français n'a pas accès. n'a plus accès. Et alors ça c'est quelque chose d'important de souligner, c'est que les radiologues sont des gens quand même extrêmement passionnés par leur métier. Je me base sur un truc très factuel. Il y avait 10% des radiologues français qui étaient au congrès de Chicago pour voir les nouveautés. Donc c'est quand même assez 10%, c'est un nombre énorme, je trouve. C'est la plus grosse délégation d'ailleurs. Oui, Hein, c'est vrai, ce congrès de Chicago. La délégation française est une des, sinon la plus importante. Ouais. donc ils sont un peu frustrés, non? Ils voient les beaux jouets dans la vitrine et ils ne peuvent pas se les payer, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui, non? Non? Oui? Oui. Avant, il y a 10 ans, le radiologue parlait de la partie ultrason. Sur la partie échographie, effectivement, ils achetaient toujours la dernière innovation avant tout le monde. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ils sont plus sur une orientation, sur des échographes stabilisés, de bonne qualité bien sûr, mais ce n'est pas la dernière innovation. Ils attendent. Alors, toujours sur le plan de cette rentabilité des cabinets, en préparant cette émission, on m'avait dit à un moment, il faut admettre aujourd'hui que, compte tenu du regroupement des cabinets, on fait de plus en plus de choses dans les cabinets, il faut admettre qu'on ne va pas être rentable sur tout. Oui, alors effectivement, on a développé au sein de différents cabinets, je dirais, des systèmes de comptabilité analytique pour connaître un petit peu la rentabilité de chaque typologie d'examen ou secteur d'examen. Par exemple, la mammo, l'écho, le scan, l'IRM. Et bien évidemment, on sait pertinemment que un certain type d'examen est beaucoup moins rentable que tel autre examen. Mais encore une fois, on ne peut pas, on ne peut pas se limiter à tel examen sous prétexte que l'autre n'est pas rentable ou moins rentable. Il faut offrir un ensemble, l'ensemble, la palette totale. Ce que vous nous dites, c'est en fait la santé avant la rentabilité, exactement. y compris Exactement. chez les libéraux, qui Oui. pourtant sont des chefs d'entreprise et qui ont quand même un objectif de Tout à fait. rentabilité. Cette histoire de regroupement des cabinets pour constituer des gros groupes, il y a des gros groupes aujourd'hui, est-ce que c'est pas aussi une manière, comme on l'a dit, c'est une profession réglementée, donc l'ARS donne des autorisations ou pas, hein. Est-ce que c'est pas aussi une manière d'avoir un contre-pouvoir vis-à-vis de l'ARS, et quand on a un groupe qui a une hégémonie régionale, de dire, bon, il faut bien me renouveler mes trucs, parce que sinon vous n'avez plus de radio dans telle région. Est-ce que c'est pas une... C'est un peu vrai quand même, surtout en province, puisqu'on constate dans les villes de moyenne taille des regroupements, voire, je dirais, la fusion de différents groupes pour avoir un unique groupe sur telle ou telle ville ou telle région, ce qui permet quelque part d'avoir effectivement un peu un contrepoids par rapport à l'ARS. C'est évident. Technologie toujours. On voit bien que les rentrées baissent, donc il va falloir compenser. Alors on peut compenser en augmentant le rythme, hein, mais il y a aussi des choses qui peuvent être soit des opportunités, vous allez me le dire, soit des menaces. C'est la tentation d'interpréter à distance les radios dans des pays à bas coût. C'est possible, la technologie le permet aujourd'hui. C'est aussi l'intelligence artificielle avec la comparaison des images où finalement on se dit, bon, on n'aura peut-être plus besoin d'un radiologue pour nous dire ce que l'ordinateur sait bien nous dire. Alors, je me trompe ou c'est un risque réel, ça? Alors, le risque de la téléradiologie, à mon avis, est un risque réel. Parce que c'est vrai que du fait de ces multiplications d'examens avec des gens qui ont beaucoup de mal à assumer ce qu'on appelle le flux, certains sont tentés d'utiliser la téléradiologie. Et quand je dis certains, je parle aussi également des hôpitaux. Ce qui veut dire que les radiologies sont interprétées, ne sont plus interprétées sur place, sont interprétées ailleurs, et ailleurs, on ne sait pas toujours à quel endroit ils sont interprétés. Et ça, je pense que c'est extrêmement dangereux. D'abord, il n'y a plus de contact avec le patient, et en fait, on considère que la radiologie devient un produit un petit peu quelconque, un produit un peu manufacturé quelque part. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose pour lequel il faut quand même alerter les autorités.
Et cette médecine, ces technologies, avec la comparaison des images. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, alors là, on va rentrer dans un autre problème. C'est que pour obtenir des systèmes performants et valables, les investissements vont être absolument énormes. Puisqu'on parle en intelligence artificielle d'ordinateurs qui pourront coûter dans les 5 millions d'euros. Alors comment cela va se passer? C'est pas pour tout de suite, mais je pense que d'ici, on parle de 2027, d'ici une vingtaine d'années, on peut l'envisager. Alors là, peut-être qu'il faudra mutualiser... 2027, c'est 10 ans. C'est 10 ans. Donc il faudra à ce moment-là Oui, ça va peut-être vite. mutualiser des régions pour pouvoir accéder à ce type... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les industriels? Vous savez ce que vous avez dans vos cartons. Vous Oui, savez non. ce que vous nous réservez. Oui, non, mais c'est tout à fait vrai. On travaille tous dessus avec ces algorithmes qui vont pouvoir. Effectivement, c'est le big data. Hein, il y a maintenant des bases de données tellement importantes au niveau mondial qui vont permettre à chaque fois de pouvoir comparer l'examen avec une bibliothèque de référence et qui va permettre de faire un diagnostic. Alors, je pense qu'effectivement, ça a du sens parce qu'on a vu, l'imagerie se développe, donc on a de plus en plus d'indications. Donc de plus en plus d'indications veut dire de plus en plus d'images. Comme on numérise, on informatise, on va de plus en plus profondément dans le détail. Donc on a des quantités d'images qui sont phénoménales. Et nous, on le voit plus, enfin je crois que toutes les sociétés aujourd'hui travaillent sur ces algorithmes-là. On le voit plus comme une aide au diagnostic et sans doute un premier niveau de diagnostic qu'un remplacement totalement de l'homme. Mais après, on peut faire de la prospective. Peut-être que dans 50 ans, effectivement, on n'aura plus besoin. Mais C'est toujours ce qu'on dit au début. On va vous aider, puis après, on va vous remplacer. Hein, c'est ça. Donc ça va poser des problèmes d'archivage énormes, non? Oui, bien sûr. Ça pose déjà. On a déjà... parce qu'on a parlé des machines, on a parlé de l'IRM, on a parlé... de la mammographie, etc. Bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cabinet de radiologie, c'est tout un système d'archivage qui coûte extrêmement cher. On parle de base de 150 000, 200 000 euros. Et actuellement, on ne peut pas travailler sans archivage. On ne peut pas faire un suivi d'un cancer si on ne peut pas comparer les images. Et quand on dit les images, on est bien d'accord aujourd'hui, quand on fait un IRM, c'est pas une image, c'est 2000 images, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, un petit peu moins, mais enfin, c'est au moins 1500 images. Au moins 1500. Donc quand on compare l'historique, c'est X fois 1500 images qu'il faut stocker en très haute définition pour un patient. Bien sûr. Et c'est là, à mon avis, où peut-être... l'intelligence artificielle pourra nous aider parce qu'on aura une aide au diagnostic, parce qu'il est bien évident qu'on ne peut pas regarder 1500 images. Voilà. Donc là, on va avoir des outils, mais pareil, ce sera extrêmement onéreux, puisque on parle pour les ordinateurs quantiques d'un coût de 5 millions d'euros. Donc on voit en fait que les investissements, ils ne s'arrêtent jamais, hein, que si on veut avoir une médecine de qualité, finalement on arrive bientôt à la fin de ce débat. Moi j'ai envie de vous poser une question avant que chacun fasse sa conclusion. C'est quand on a cette approche économique de la médecine où on nous rabat les oreilles depuis des années en disant il faut maîtriser les dépenses de santé, il faut dépenser moins, est-ce qu'on ne nous raconte pas des histoires? On va vivre tous plus vieux. On sait bien que c'est dans les dernières années de notre vie qu'on va développer des maladies chroniques, donc c'est là qu'on va coûter très cher à la santé. Et si, en fait, on allonge la durée des dernières années de la vie, hein, puisque c'est bien de ça qu'on parle quand on parle de l'allongement de la vie, finalement, on ne pourra jamais moins dépenser, d'autant que les technologies évoluent. Est-ce qu'on nous raconte des histoires avec ces maîtrises la santé, ça va coûter toujours plus cher, non? En vrai, on se le dit. Non? En vrai, je pense que oui. En vrai. Oui. Donc c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut payer pour notre santé ou pas? C'est ça? Exactement. Oui. Avec les risques sociétaux qu'il peut y avoir associés, qui va pouvoir se payer effectivement le bon traitement. Mais oui, c'est le vieillissement de la population. Mais en fait, la vraie question, c'est pas comment on va faire pour que ça coûte moins cher. La vraie question, c'est comment on va faire pour payer une santé qui va nous coûter plus cher. C'est ça ou pas? Je me trompe?
Oui, c'est pas forcément la santé en elle-même qui va coûter plus cher, c'est effectivement le développement démographique et le vieillissement qui fait qu'il y a un volume qui se développe chaque année, quoi. Je pense que si on ramenait le coût de la santé à l'individu, au nombre d'individus, je pense que ça coûte aujourd'hui moins cher. Et comme le volume, il y a plus, effectivement, Oui. il y a plus d'individus, plus de ce fait-là, et donc plus d'actes, fait que globalement, bien sûr, au niveau gouvernemental, on va avoir un coût bien plus important. Mais c'est l'enveloppe qui est plus importante. Mais ramener à Alors, par contre, il y a l'individu... quand même des disparités d'un pays à un autre, et le gouvernement a quand même raison de regarder les dépenses, parce que je crois qu'entre Singapour, la France et les États-Unis, entre Singapour et la France, on a un facteur 2 ou 3, et entre Singapour et les États-Unis, on a un facteur 8, et les services rendus de l'un à l'autre ne sont pas fondamentalement différents. Donc il y a quand même aussi parfois des déperditions en termes d'enveloppe, non? Alors c'est vrai, mais je crois que ce qu'il faut regarder, il faut quand même regarder un petit peu le classement des systèmes de santé dans le monde, et je crois qu'il faut se comparer à des pays qui sont comparables aux nôtres, c'est-à-dire les pays d'Europe ou enfin d'Europe du Nord et d'Europe continentale. C'est vrai que les pays anglo-saxons, c'est un autre système. C'est un système qui coûte extrêmement cher et où l'ensemble de la population n'est pas soignée. Bon. Mais je crois qu'il faut qu'on se compare, puisqu'on est un pays européen, il faut qu'on se compare aux pays européens proches de nous, qui sont à nos frontières. Et c'est vrai que là, on perd des places au niveau du classement. Cet appel à l'action donc, du président du syndicat, on vient de dire que les radiologues avaient des problèmes de rentabilité. Finalement, cet appel à l'action, est-ce qu'il est réaliste? Est-ce que vous allez faire la grève? Oui, c'est certainement, on va faire la grève, parce que je crois que c'est une grève, c'est pas tellement pour nous, c'est une grève pour alerter la population et pour prévenir la population de la dérive dans laquelle on est engagé. Il faut qu'on ait une radiologie qui reste performante. Jusqu'à maintenant, c'était une radiologie qui était parmi les premières au monde, et on le voit bien dans les congrès, les communications françaises sont toujours extrêmement nombreuses. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on puisse avoir du matériel performant qui permette de soigner correctement les gens. La radiologie est au centre de la médecine. Il y a pas ou très peu de pathologies qui ne font pas appel à la radiologie. Donc, sans radiologie, on a des difficultés à soigner les gens. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal, enfin les libéraux ont de plus en plus de mal à attirer les jeunes, les internes, vers vos professions et à se mettre en libéral. Alors, en disant que ça va pas bien, est-ce que ça va améliorer les choses, ça? Alors, radiologue, en clair, qu'est-ce qu'on dit aux internes? C'est un bon boulot ou alors il faut pas y aller? Alors moi, je pense que c'est un boulot, c'est un travail de passionné. Mais il est vrai que d'après les chiffres du Conseil de l'Ordre, moins de 9% des jeunes médecins s'engagent dans le secteur libéral. Donc, pour en revenir à ce que l'on disait tout à l'heure, si on avait des revenus extraordinaires, peut-être que ça tirerait un petit peu plus les jeunes. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est les conditions de travail. Et puis c'est vrai que ce qu'on a accepté, notre génération, a travaillé énormément, a assuré des gardes. Il faut voir que le secteur libéral travaille dans les cliniques privées et même à l'hôpital. Et on assure quand même un service 24 heures sur 24. Maintenant, c'est assez difficile de motiver des jeunes et de les attirer dans nos structures. Alors, un mot de conclusion, chacun à notre radiologie française. Qu'est-ce qu'on fait pour la sauver ou pour qu'elle aille mieux? Je crois qu'on est effectivement dans une situation complexe. On l'a vu, la radiologie, l'imagerie, même plus la radiologie, c'est l'imagerie, elle est au centre de la médecine, au cœur du parcours de soins. Je crois que si effectivement on veut bien traiter les patients, il faut qu'on puisse continuer à offrir cette médecine de qualité. Donc nous, en tant qu'industriels,
on alerte, on a parlé de la fongibilité des enveloppes. Je crois qu'il est vraiment urgent d'avoir cette vision globale de notre système de santé, parce que, encore une fois, c'est le service au radiologue, donc c'est le patient qui en pâtit, c'est la capacité d'innovation pour nous. Parce que c'est vrai que nous sommes aussi des entreprises, on doit faire des bénéfices et on a tous autant que nous sommes, nous investissons beaucoup dans la recherche. Et ces dernières années, si on traite mieux les patients, si on peut mieux détecter les maladies, c'est parce qu'il y a de l'innovation. Emmanuel? Oui, alors je pense que la radiologie, je vous rejoins tout à fait, est vraiment quand même en difficulté. La baisse de cotation est quand même quelque chose qui n'est pas acceptable. Et on voit bien que les cabinets aujourd'hui essayent de contrecarrer la baisse des forfaits techniques principalement par des économies, par des regroupements. Et on a parlé tout à l'heure de la télémédecine, on s'aperçoit, la téléradiologie, c'est des choses que l'on voit de plus en plus. Et quand on peut constater, juste un dernier point, moi ça fait depuis plusieurs années, je constate systématiquement quand je rencontre mes clients qu'ils réalisent un nombre d'actes bien plus important pour faire un chiffre d'affaires relativement constant. Ferry, dans 1 minute. Oui, je dirais il faut changer de paradigme. L'augmentation de la population, quoi qu'il arrive, elle existera et elle continuera. Il faut regarder le patient, c'est la priorité, c'est le patient. L'imagerie médicale, je pense que le radiologue, il a besoin d'avoir ce qu'il y a de meilleur sur le marché pour continuer à mieux nous soigner. Et non l'inverse. Voilà, ce serait ma conclusion. Il faut qu'il achète le meilleur et non l'inverse. Et aujourd'hui, la tendance, elle est plus vers un achat moins... La radiologie, on l'a bien compris, l'imagerie médicale au cœur du système de santé, une vision globale de la santé plutôt qu'une vision parcellaire. Donc on plaide pour la fongibilité des enveloppes. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur l'imagerie, je vous recommande cet excellent ouvrage que vous pouvez vous procurer gratuitement, je crois, Dominique, auprès de la Fédération nationale des médecins radiologues. Ça s'appelle L'imagerie médicale en France. Je vous remercie à tous d'être venus et puis portez-vous bien.